Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie, avec mon collègue Joaquin Jiménez, d'être là parmi vous ce soir. C'est un moment très important pour nous, ce temps de parole. Donc je souhaitais déjà, Monsieur Lenz, ainsi que tous les collègues de la Fondation, vous remercier pour votre accueil chaleureux et vraiment très sympathique. Voilà, et donc cette conférence a pour nous, je dirais, une résonance très particulière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en général, voilà, les numismates, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle, voilà, s'intéressent particulièrement à l'objet au départ. Ils lui donnent une définition, voilà, savoir si c'est une monnaie, une médaille, etc. Ils lui attribuent une genèse, une aire géographique de circulation et de diffusion. Aborder le métier du graveur en monnaies et médailles est une approche plutôt rare, sauf évidemment pour la monnaie de Paris, en fait. En 1971, l'institution organisa une exposition dans les salons d'honneur de la monnaie de Paris qui avait pour titre « Les graveurs d'acier et la médaille de l'Antiquité à nos jours ». Page 437-451 précisément, Raymond Joly, donc le graveur général en poste à l'époque, écrivit un article intitulé donc, « La technique du graveur aujourd'hui ». Et donc, c'est en deuxième partie de cet exposé que je laisserai la parole à mon collègue Joaquin. Ainsi, je vous présente cette très belle représentation d'un tableau que nous avons dans les collections historiques de la monnaie de Paris, qui représente bien sûr notre chère institution, et puis bien entendu le bâtiment du Louvre, le palais du Louvre, qui a pour nous aussi un rôle essentiel. Donc cette conférence s'intitule « Le métier de graveur en monnaies et médailles sous le Premier Empire et de nos jours, quels enjeux pour la monnaie de Paris ?» Et donc la première partie est consacrée aux enjeux d'hier. Alors évidemment, en tant qu'historienne de l'art, je me suis posé la question de savoir quand remonter, je dirais, l'intérêt pour le métier de graveur en monnaies et médailles. Et bien entendu, j'ai cherché dans les multiples milliers de pages de l'encyclopédie, eh bien, s'il y avait des gravures, un article sur la gravure en médaille. Et bien, heureusement, je suis tombée sur un très très bel article. Et ici, je vous présente donc la page de garde de cet article. Donc ici, c'est le tome numéro 5, nous sommes en 1767. Et donc, il s'agit d'un recueil de planches, et celle-ci est tout à fait intéressante. Je vais vous la décrire un petit peu. Donc, vous voyez un graveur installé donc à sa table de travail, et à l'époque, ce n'est pas encore l'établi tel que nous le connaissons. Il est en train studieusement donc, de travailler, il est en train de graver. Nous avons quelques outils. Ici, l'alphabet de Poinçon, nous avons les échoppes par ici, nous avons vraisemblablement une matrice ici, un médaillé donc sur sa droite, de l'autre côté, une partie de meubles, de mobilier qui accueille donc le boulet ainsi que le coussin, différents instruments, et vous avez accroché donc sur les murs un tableau avec des petits médaillons. Nous avons de l'autre côté sur les étagères des poinçons, des matrices et une horloge possiblement. Ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer cette image parce que c'est vraiment extrêmement détaillé. Et là déjà, donc, on voit bien précisément le graveur en train de travailler, et d'un point de vue anecdotique, j'apprécie beaucoup son petit bonnet. Le graveur, à l'époque, et je vais insister aussi plusieurs fois au long de la conférence, il travaille seul, vous voyez, il est seul dans son atelier. Il est concentré, et ça, c'est très important. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est la partie éclairage. On voit très bien que la lumière, vous voyez, vient de la partie droite. Et la lumière, c'est un élément avec lequel donc, les graveurs en monnaies et médailles doivent impérativement composer. C'est la lumière qui sculpte. Joaquin pourra vous en parler tout à l'heure. Le creux, le relief, c'est vraiment un acteur donc, du métier. Et ça, je dirais vraiment, on ne peut pas en faire abstraction. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, le graveur de la planche a bien insisté, je dirais, sur la manière dont arrive la lumière. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, ça ne m'a pas échappé du tout. Les planches suivantes, donc je vous ai résumé les 3 planches en une seule diapositive. Le métier est donc extrêmement bien décrit. Vous avez donc tous les ustensiles, donc le boulet, ici les poinçons et matrices, ici le coussin, là une matrice avec gravé en creux à l'envers, car il faut savoir que le métier de graveur en monnaies et médailles donc, s'exerce en creux
à l'envers, donc c'est un exercice difficile. Et ici, vous avez en regard, en revanche, vous voyez, l'outillage qu'on appelle le poinçon. Et vraiment, tout est précisément, je dirais, orchestré dans cette planche. Et c'est ça qui est quand même très intéressant. Vous avez ici la masse, vous avez donc les burins, vous avez un petit maillet, et ici les différents types d'échoppes, avec différents, je dirais, comment on peut dire ça outils. Bah voilà, exactement. De taille, si vous voulez, pour que ce soit extrêmement précis. Donc voilà cette planche. Ensuite, ça c'est vraiment donc quelque chose qui est bien décrit dès le départ. La formation du graveur en monnaies et médailles, il faut savoir que les artistes que je vais vous présenter tout à l'heure sont tous nés sous le règne de Louis XV. Et même si le titre de la conférence, c'est le consulat et bien évidemment le Premier Empire, il n'empêche que ce sont des jeunes gens qui vont être formés donc sous l'Ancien Régime. Et l'air de rien, on n'échappe pas, je dirais, à ces premières années de formation, et ça vous accompagne en général tout le reste de votre vie. Et donc ce sont vraiment des gens qui sont les héritiers de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la fois en forme esthétique, stylistique, en manière de travailler. Et donc ça, ce sont des éléments constitutifs, et l'équipe qui va travailler avec Denon, eh bien voilà, c'est cet héritage, mais ils vont le transformer, et ça va être un des enjeux de Denon aussi, je dirais, de pouvoir transformer, si vous voulez, ce savoir-faire d'antan en quelque chose de réactif, d'agile et de moderne. Ainsi donc, le contrat d'apprentissage chez un maître, c'est absolument indispensable. On ne peut pas faire autrement à l'époque. Donc, en général, quand vous avez une prédisposition en tant qu'adolescent ou même enfant pour l'art, soit c'est détecté par un proche, vos parents, soit c'est détecté par quelqu'un à l'extérieur et qui va tout faire, je dirais, pour vous donner l'occasion de suivre des cours de dessin. Et ces cours de dessin sont absolument fondamentaux pour apprendre, je dirais, vraiment les bases du dessin. Et ici, donc, toujours issu de l'encyclopédie, vous avez cette planche où on voit des jeunes qui sont avec leurs professeurs. Ils sont tous là vraiment extrêmement concentrés. Ils travaillent donc à la fois sur le modèle, et vous avez des moulages, vous avez le modèle vivant qui est ici pour la pose. Donc voilà. Et là, on n'est pas seul, on est en groupe. Donc vous avez aussi une émulation, une stimulation intellectuelle qui est très importante aussi. Vous avez cette planche qui vous permet de découvrir donc quelles sont les techniques de base pour réaliser le portrait. Et il ne faut pas oublier que l'art du graveur en monnaies et médailles, c'est, certes, on fait un dessin qui peut être en grande dimension, mais il va falloir le réduire en tout petit, car on grave toujours à l'échelle 1. Et donc cette capacité de passer, je dirais, d'un modèle plus grand, d'un dessin plus grand, et de savoir le réduire pour graver ensuite à l'échelle 1, c'est vraiment cette gymnastique d'esprit qui fait que, voilà, il va falloir reproduire des postures, des visages, etc., en petit, mais avec un réalisme. Et donc ça, c'est aussi toute une technicité qui est particulièrement difficile, et ça, Joachim pourra vous l'expliquer. Sur cette planche-ci, vous avez vraiment des détails très précis qui permettent d'apporter des informations sur les différentes postures. Ici, donc, les figures académiques. Voilà, la figure du nu, par exemple. Et ce n'est pas parce que, justement, la médaille ou la monnaie est un petit objet avec une toute petite surface qu'il ne faut pas avoir, justement, des proportions réalistes pour réaliser les figures. Parce que tout de suite, je dirais, ça se voit. Et donc, c'est absolument imparable. Et c'est aussi la qualité du graveur, justement, de savoir maîtriser toute cette juste proportion entre les différentes parties du corps. Alors qu'il s'agisse de figures drapées, de figures masculines, d'angelots ou de figures drapées, là aussi, avec des têtes, je dirais, plus ou moins complexes, hein, dans le drapé et la manière dont les turbans, les coiffes, etc. Donc il faut savoir, je dirais, tout dessiner pour savoir tout graver. Ça, c'est vraiment indispensable. Les formations complémentaires, en général, les graveurs en monnaies et médailles sont toujours attirés par des disciplines connexes, puisqu'en fait, chez leur maître, en général, ce dernier a aussi une appétence pour d'autres disciplines. Et c'est vrai qu'en général, on n'hésite pas à leur inculquer notamment la gravure en cachet,
comme c'est le cas ici. Et là, vous avez en haut la gravure, donc le graveur qui travaille non pas seul, mais qui est assisté donc d'un apprenti ou d'un ouvrier pour la partie technique de la réalisation, la coulée du cachet en l'occurrence. Vous avez aussi donc la technique de l'apprentissage de la gravure en lettres, parce que le graveur en monnaies et médailles a besoin d'alphabet de poinçons. Sur chaque petit poinçon, vous avez une lettre gravée en relief. Et donc, vous avez ici les différentes, je dirais, comment on peut dire ça, en minuscules, majuscules, les différentes composantes, si vous voulez, de l'alphabet, avec des lettres plus ou moins grasses, avec aussi des italiques, à la fois aussi des lettres cursives. Et tout cela, il faut savoir aussi le maîtriser. Tout à l'heure, quand je vous parlerai du lieu où on frappait la monnaie, où on gravait les médailles, etc., je vous apporterai des compléments aussi par rapport à la gravure de lettres notamment. Une autre formation très intéressante et très importante aussi, c'est la gravure en pierre fine. La gravure en pierre fine, à la différence de la gravure en taille directe, on est assisté d'une machine qui s'appelle un tour, une petite fraise en fait, parce que les pierres qui sont en général des agates, rubanées, sardoines, etc., sont des pierres souvent très très dures, et on ne peut pas l'attaquer uniquement, je dirais, par le biais de la main et de l'outil. On a besoin d'une petite machine qui est actionnée avec un système de pédales, avec une roue, et donc la petite fraise est actionnée, je dirais, par la force humaine, en fait, la force de le pied du graveur. Et ainsi, avec la petite fraise qui est là, eh bien, vous pouvez ainsi dégager des petites particules de pierre pour faire ressortir les différents champs, les différents plans du motif. Et je vous mets ici une petite, comment dirais-je, une petite vignette. C'est le poignet de Madame de Pompadour qui porte donc un camée gravé à l'effigie de Louis XV. Et ça a de l'importance, la gravure en taille directe, mais par rapport notamment à la discipline donc de la gravure en pierre fine, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je souhaitais vous mettre cette petite image parce que ça a vraiment de l'importance aussi donc sous le règne de Louis XV. Mais voilà, c'est un art qui va prendre un développement beaucoup plus important avec l'Empire et le goût de Napoléon Ier notamment. Donc si on, je dirais, cumule l'apprentissage du dessin, de la gravure en taille directe, en cachet, en lettres, en pierre fine, eh bien, les graveurs disposent vraiment, je dirais, d'atouts extraordinaires. Il va falloir après pour eux, je dirais, les cultiver, et c'est ça, voilà, qui va être intéressant. À côté de la gravure, vous avez une autre technique qui est aussi essentielle, puisqu'en fait, quasiment tous les artistes dont je vais vous parler maintenant ont tous pratiqué, plus ou moins, mais quand on manque, je dirais, de commandes, eh bien, il faut pouvoir toujours vivre. Et donc, avoir une autre technique telle que la sculpture, eh bien, c'est toujours extrêmement important dans ces cas-là. Donc, vous avez la technique du modelage qui est ici, là, toujours issue, toutes ces planches, de l'encyclopédie, comme quoi, vraiment, l'encyclopédie, c'est je dirais, un instrument absolument extraordinaire mis à la disposition du public, pas forcément savant, mais justement pour apprendre. C'est un outil didactique, pédagogique, extrêmement précis, précieux, parce que là, je n'avais pas la place de tout vous mettre, mais il faut savoir qu'il y a des petites vignettes et tout est, je dirais, numéroté, tout est décrit, c'est vraiment extrêmement précis. Et donc, rien ne manque. Et là, on voit vraiment, je dirais, l'agitation, l'émulation dans l'atelier, c'est extrêmement vivant, il se passe plein de choses. Et quand donc les graveurs maîtrisent aussi cette technique, c'est fantastique. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et évidemment se pose depuis déjà un bout de temps le problème donc des corporations de métiers. Ces corporations, donc avant 1776, donc, sont organisées, ainsi vous avez un métier, une corporation, parfois des regroupements de métiers, mais c'est extrêmement difficile parce qu'à partir du moment où vous apprenez beaucoup de techniques, vous êtes en mesure de faire des tas de choses, et notamment d'empiéter sur le métier du voisin. Et donc, si un graveur en médaille est capable de faire de la dorure, le doreur, eh bien, va s'en inquiéter et va lui faire un procès.
Donc de procès en procédure, l'engorgement du Châtelet, etc., c'est extrêmement compliqué. Ça ne permet pas aux affaires de pouvoir avancer. Donc ça devient un frein. Et ce frein est donc, je dirais, mis en exergue à un moment. On se dit, c'est pas possible. Il faut absolument réformer cela. C'est la raison pour laquelle je vous mets ici un édit du roi, donc du mois de février 1776, qui, dans son article premier, je dirais, édictait le fait de vouloir supprimer la corporation pour libérer les métiers et permettre à tous les talents de pouvoir s'exprimer. Alors évidemment, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Vous allez avoir un lever de bouclier et malheureusement, eh bien, il va falloir détricoter et rétro-pédaler. Et ce qui fait qu'au mois d'août, vous voyez, quelques mois plus tard, donc 1776, eh bien finalement, on en revient au vieux système des corporations, mais malgré tout avec une refonte du système. Et là, on va regrouper certains métiers qui, jusqu'à présent, travaillaient ensemble, et donc, au lieu de se faire la guerre, eh bien, il faut les regrouper, c'est beaucoup mieux. Et donc, de fait, ils vont pouvoir travailler, je dirais, en symbiose et en bonne intelligence. Et de fait, que se passe-t-il ? Eh bien, les doreurs sur métaux, les graveurs sur métaux et les fondeurs donc, se regroupent pour ne former qu'une seule corporation. Donc déjà, ça va aller beaucoup mieux. La Révolution française, voilà, va en revanche, à partir de 1791, donc supprimer toutes les corporations. Et donc, je vous lis le petit texte. À compter du 1er avril 1791, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Conséquence à court et moyen terme, la libération des talents et le génie créatif. Et ça, la Révolution française, eh bien, va être un temps très fort à ce moment-là, notamment pour nos amis les graveurs. Alors, Paris est-elle capitale de tous les possibles sous le Consulat et l'Empire ? Eh bien oui. Mais néanmoins, je mets quand même un petit bémol. Il y a de grands centres aussi en province, que ce soit Saint-Étienne pour les graveurs, que ce soit Lyon également, Toulouse. Voilà, ce sont des centres qui sont intéressants, mais bien évidemment, si vous voulez faire carrière, il n'y a pas de doute. Il faut monter sur Paris, parce que là, vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer, essayer de rentrer en amitié, à la fois, je dirais, intellectuelle, professionnelle, avec des graveurs qui travaillent notamment à la Monnaie de Paris, l'atelier de la Monnaie de Paris au 11 quai Conti, et puis également donc, à l'atelier de la Monnaie des Médailles, qui est donc au Louvre. Et alors, comment ça se passe, la carrière de graveur ? Eh bien, on peut résumer qu'il y a 4 étapes fondamentales. Alors, la première, une fois qu'on est sorti de l'apprentissage, en fait, eh bien, et qu'on arrive sur la capitale, ce que l'on souhaite, c'est obtenir des commandes d'une clientèle souvent privée pour vivre de son métier. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot en majuscule et en gras. C'est vraiment vivre de son métier tel qu'on l'a appris et parce qu'on l'aime, son métier. Et donc, on l'exerce en tant que professionnel. Ensuite, si on a de l'audace et qu'on veut aller de l'avant, eh bien, on va souhaiter exposer au salon. Très important, le salon, depuis, en fait, le 19e siècle, depuis le 18e siècle, et puis même avant, avec la création des académies, donc 1666, la création de l'Académie des Beaux-Arts, etc. Donc on sait que les lauréats de l'Académie vont pouvoir exposer leurs travaux. Alors, au départ, ça va être dans la galerie du Louvre, la grande galerie, et puis à la fin du XVIIIe siècle, en fait, on va plutôt décider d'exposer les travaux, donc dans ce que l'on va appeler le salon carré. Et dans ce salon carré, vous allez avoir, donc, je dirais, un accrochage extrêmement dense. Donc tous les tableaux, vous voyez, ça va, je dirais, du sol au plafond. Donc tous les artistes, tous les visiteurs peuvent voir confronter les œuvres, puisqu'elles sont vraiment les unes à côté des autres. Donc on peut voir le style des artistes, etc. Et néanmoins, ça n'empêche pas, évidemment, les graveurs en médaille de pouvoir exposer. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ils vont, pour certains, exposer jusqu'à la fin de leur carrière. Ensuite, troisième étape, eh bien, une fois que l'on a été remarqué
par les critiques d'art, les membres du jury, que l'on a obtenu des récompenses et qu'on peut les afficher, ces récompenses, parce que ça, c'est ostentatoire, il faut le montrer. Avoir une récompense, ça sert à ça, on en est fier en général. Eh bien, ça permet d'attirer à soi une clientèle, je dirais, plus aristocratique éventuellement, et de fait, de décrocher des commandes publiques. Ça aussi, c'est très important. Et dans ce cas-là, on va dire qu'il y a un basculement. Voilà, on passe d'un professionnel, d'un métier plutôt artisanal à quelque chose d'artistique. Et là, on peut se considérer et être considéré comme un artiste. Ensuite, eh bien, si là aussi on a un petit peu de chien-dent, j'allais dire, eh bien, on développe son réseau professionnel. Et puis, ce qu'il faut, c'est avoir quand même des appuis politiques, parce que ça, c'est très important. Et puis, ça peut aider. C'est ça, voilà. Et plus tard, être nommé à l'Institut. Donc, tout cela, voilà, pour résumer, il faut avoir du talent, avoir de la chance aussi, être au bon endroit, au bon moment. Et on peut dire que, voilà, c'est la destinée des graveurs. Les lieux où les graveurs peuvent exercer leur métier, eh bien, il y en a un principal, c'est la Monnaie de Paris. Alors, je vous ai donné 3 noms, voilà. On l'appelle soit la Monnaie des Espèces, soit l'Hôtel des Monnaies, soit l'Atelier de la Monnaie de Paris. Vous avez ici une très belle matrice gravée par Charles Norbert Retier, qui est la matrice de la médaille, qui a été frappée en 1770 et que l'on a, je dirais, insérée dans la pierre de fondation. Donc c'est vraiment un élément fondateur, cette médaille. Cette gravure donc représente l'hôtel et j'ai mis ici une médaille qui représente son architecte, Jacques Denis Antoine. Parce que vraiment, c'est un hôtel exceptionnel et nous avons la chance d'y travailler tous les jours avec un bonheur renouvelé parce que c'est vraiment une des plus belles architectures du XVIIIe siècle et donc c'est vraiment un endroit magnifique. Dans cet atelier, vous avez les graveurs donc en monnaies et médailles et ici, je vous fais une petite galerie de portraits. Donc les graveurs généraux, voilà, à la Monnaie des Espèces, à la fin de l'Ancien Régime et jusqu'à la fin du Premier Empire. Donc vous avez Benjamin Duvivier, qui a pris ses fonctions en 1774, qui va les quitter en 1791, Augustin Dupré, que certains de mes collègues connaissent très bien, qui prend la succession de 91 à 1803, et Pierre-Joseph Thiollier, de 1803 à 1816. Le franc germinal, qui est un sujet pour nous extrêmement important, donc les artistes qui vont participer au concours. En fait, il y a 2 axes pour le franc germinal. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, parce qu'il va falloir, messieurs, dames, et je vous invite à venir à la Monnaie de Paris découvrir notre belle exposition, parce que c'est vraiment développé dans le corps de l'exposition. Néanmoins, lorsque, sous le consulat, Bonaparte et son, comment dirais-je, Martin Michel Gaudin, quand il décide en fait avec ce cabinet de faire cette réforme monétaire qui est vraiment très importante, c'est un projet politique, une nécessité économique, un défi industriel, technique, artistique. Et le concours donc, de 1803, de l'an 11, a des enjeux extraordinaires. C'est-à-dire qu'il va le faire concourir à la fois des graveurs vraiment monétaires avec des graveurs médaillistiques. Et les graveurs médaillistiques ont, je dirais, un talent pour faire ressortir beaucoup de reliefs et c'est très compliqué. Parce que pour la monnaie, il faut que ce soit une gravure en méplat, extrêmement fine, extrêmement plate, mais tout en sachant donner beaucoup de modelés. Et donc ça, c'est un art extrêmement délicat, très difficile. Et Joachim pourra vous en parler. Tout ce petit monde va concourir, mais il y a un personnage qui va, je dirais, sortir du lot, c'est Pierre-Joseph Thiollier. Et là, je vous montre quelques jolis exemplaires, et donc de fait, vous pourrez venir les découvrir dans l'exposition. La monnaie des médailles avant 1803, donc ça se passe au rez-de-chaussée donc, du Palais du Louvre, ici, dans cette partie-là. Voilà, et juste à côté, il y avait l'imprimerie donc royale, qui va devenir l'imprimerie impériale, et donc vous avez à la fin, je dirais avant 1803 en fait, donc ici qui est alors François Jules donc Descottes, qui va être
directeur de la monnaie des médailles, qui est un bibliophile, c'est plutôt, je dirais, un homme issu, qu'on pourrait dire aujourd'hui, de l'inspection des finances, en fait. Il a une appétence pour la médaille, mais voilà, il n'est pas très, très, très dynamique. Il s'avère qu'à l'époque, voilà, il est... J'espère qu'il n'y a pas d'inspection dans la salle. À l'époque, voilà, il n'est pas, comment dirais-je, très dynamique, parce que c'est la Révolution, c'est très compliqué. Et donc, on va dire qu'il s'endort un petit peu avec l'atelier. Et donc, justement, Denon va arriver au bon moment, en fait, pour réveiller, si vous voulez, l'atelier et lui donner un essor considérable. Et ça, c'est très important. Et donc, Denon, voilà, c'est l'homme de Bonaparte. Donc, il est choisi parce qu'il a des qualités. Il a suivi donc Bonaparte en Égypte. Il a su croquer certaines batailles, je dirais, de façon très réaliste. Et ça a beaucoup plu donc à Bonaparte, en fait, qui va justement lui demander de venir ainsi s'occuper à la fois du musée, donc du Louvre, du musée Homme, qui va devenir le musée Napoléon, et puis en même temps, donc c'est un homme, c'est un meneur d'hommes, donc Denon. Et il est ici représenté avec cette très jolie médaille. Il est représenté ici sur une médaille qui a été gravée par Gall, et Gall fera partie de son équipe. Il a participé donc notamment aussi, bien sûr, donc à l'arrivée donc des antiques et aussi à l'agrandissement du musée. Donc c'est un personnage qui est vraiment indissociable de l'Empire et de l'histoire métallique donc de Napoléon Ier. Les missions de Denon vont être donc très importantes. Il va devoir rétablir la monnaie des médailles. Alors pourquoi la rétablir ? Parce que justement, pendant la Révolution française, en fait, donc, quand je disais que M. Descotes s'était un petit peu endormi, c'est-à-dire qu'en fait, la médaille officielle va, je dirais, ne plus être commanditée de la part du gouvernement quasiment. Vous allez beaucoup avoir de travaux commandés par des privés. Et donc, c'est plutôt ça qui va faire vivre à la fois l'atelier et les artistes, notamment. Et donc, du coup, de fait, en 1804, on demande le rétablissement donc, de la monnaie des médailles pour qu'il n'y ait qu'un seul atelier qui soit, je dirais, en charge de la frappe médaillistique. Et donc, la détention des balanciers est quelque chose de très important. Quand on détient des balanciers, ça veut dire qu'un privé qui détient un balancier, comme ce fut le cas pour la fabrication donc ce qu'on appelle des monnaies de confiance Monneron, voilà, on subodore qu'on peut frapper de la fausse monnaie. Et ça va être, je dirais, quelque chose qui va accompagner tout le XIXe siècle. Donc, en rétablissant la monnaie des médailles, on est sûr qu'il n'y aura pas, je dirais, de débordement, puisque de toute façon, les balanciers sont dans l'atelier, point final. Si des privés commandent des médailles aux artistes, ça va forcément être frappé à la monnaie des médailles. Et donc, cette très belle matrice ici, et je vous ai mis ici quelques éléments d'archives qui sont en relation avec toutes les commandes de médailles, donc commandées par Bonaparte et l'empereur, et Denon, bien sûr. La galerie de portraits. Alors, je vous ai choisi des personnalités vraiment importantes. Vous avez notamment ici Jean-Pierre Droz, qui est un personnage, un mécanicien, qui va avoir, je dirais, beaucoup de talent. Il va déjà pouvoir exercer ce talent sous Louis XVI, mais surtout, il est mécanicien, il va inventer la virole brisée, etc. Il va avoir beaucoup de mal à imposer, je dirais, ses inventions auprès de ses concurrents qui travaillent à la monnaie donc des espèces. Et donc, voilà, il va devoir partir, il va s'exiler en Angleterre. Et là, il va travailler avec un personnage très important dans l'industrie anglaise qui s'appelle Matthew Boulton. Je vous ai représenté ici ce personnage très important. Et là, il va pouvoir à la fois donc, développer ses idées, il va créer des balanciers, des découpoirs, et vu que c'est un mécanicien, un ingénieur, donc au bout d'un moment, il va quand même rentrer en France, et de fait, voilà, il a ce talent, on ne peut pas faire sans lui malgré tout. Et donc, du coup, voilà, Denon le sait, et puis Bonaparte également. Et donc, de fait, dès 1803-1804, donc Droz va se voir attribuer une fonction extraordinaire, en fait, de celle de gardien de la collection de matrices et de poinçons, qui est à peu près constituée de 4000 outillages à l'époque. Donc, c'est absolument considérable. Et donc, il va les entretenir, et puis surtout,
je vous ai présenté ici cette petite illustration. On voit Denon dans cette vue un petit peu d'artiste imaginaire, où on le voit avec des antiques, il est au Louvre, on voit la colonne ici Vendôme, et on voit le fameux balancier de Droz que nous avons ici dans les collections. Et donc, Droz va exercer, je dirais vraiment avec une appétence, un goût pour la médaille, donc son métier, à la fois monétaire mais aussi médaillistique. Je vous ai mis ici donc un poinçon, donc lorsqu'il a participé au concours de 1803, ainsi que de très très beaux portraits. Et c'est vraiment un artiste exceptionnel. Il a une sensibilité, une finesse, je dirais une acuité pour comprendre la physionomie, le portrait. Et ça, c'est vraiment un personnage exceptionnel que je vous invite à découvrir dans notre exposition. Un autre personnage essentiel, c'est Bertrand Andrieux, qui, je dirais, va très très bien débuter sa carrière donc sous la Révolution française. Dès 1789, il va ainsi, comment dirais-je, créer la médaille donc, de la prise de la Bastille, et il va donc énormément bien gagner sa vie, car à l'époque, donc, les graveurs sont des auto-entrepreneurs, j'allais dire, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, si vous voulez. Donc, ils travaillent en libéral, ils travaillent en chambre, donc chez eux, et à l'époque, ce n'est pas, et Joachim va pouvoir vous en parler, une équipe constituée dans un lieu, et les gens viennent travailler le matin et repartent le soir. Ils sont libres d'aller, venir, en fonction donc, des commandes qu'ils vont recevoir de la part de Denon. Et cela ne les empêche pas, en fait, de continuer à travailler donc, pour eux-mêmes. Et donc, Andrieux, il se fait surtout connaître de cette façon-là. Et là, je vous ai mis ici, et on retrouve ces objets dans l'exposition, donc la médaille du passage donc, du Saint-Bernard, et ici, la bataille de Marengo. Et pour vous dire donc que c'est un privé qui travaille pour lui-même, donc il a son cachet avec l'adresse où voilà, il travaillait donc chez lui. Quelques outillages et médailles réalisés par cet artiste absolument incroyable qui a, je dirais, qui a un sens, je dirais, romantique, il est pré-romantique d'une certaine manière. Et donc ça se voit ici dans le traitement de ces figures. Il grave toujours ses poinçons avec une très jolie signature en cursive, très belle. Et il a notamment, donc, il a beaucoup travaillé avec Denon, qu'il appréciait beaucoup parce qu'il était très réactif. Et Denon avait une poigne de fer. Il aimait que ses graveurs réagissent, je dirais, rapidement aux commandes qui étaient imposées parce qu'il le fallait. Et donc l'équipe qui a travaillé sous les ordres de Denon a réalisé en une quinzaine d'années quasiment 250, on va dire, sujets différents. Alors que sous Louis XIV, ça s'est éternisé, ça a pris des décennies. Là, vraiment, cette mobilisation était exceptionnelle. Et là, je vous ai mis une petite illustration concernant le Louvre. André Gall est un artiste très intéressant aussi, qui va avoir c'est une autre personnalité. Il est beaucoup plus dur, il a une vie beaucoup plus mouvementée que celle d'Andrieux, mais c'est un artiste remarquable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va, je dirais, beaucoup apprécier la gravure en cachet, et il va surtout créer une industrie, une fabrique de boutons. Et le bouton, c'est très à la mode au XVIIIe siècle. Et il va s'installer à Lyon, et vous avez des soyeux à Lyon. Vous avez une industrie de la soie, et donc c'est très important. Je vous ai mis cette petite illustration. Et donc pendant des années, il va avoir ainsi cette fabrique. Puis, à la fin des années 1780, il va monter sur Paris. Lui aussi va s'installer en tant que graveur indépendant. Vous avez ici, au dos de ce médaillon, donc on va dire qu'il s'agit d'un médaillon, comment on peut dire ça, carte de visite en quelque sorte, donc qui était, je veux dire, qu'il pouvait vendre, et donc avec sa carte de visite derrière. Cet objet qui nous a été gentiment, chaleureusement prêté par nos collègues de la Fondation, tout ça pour dire que cette matrice qui a permis la frappe de médaille à l'effigie de Napoléon Ier a aussi permis la frappe de ce médaillon que vous avez là et de cette médaille qui apparaît sur le couvercle de cette boîte. Donc en fait, cette matrice n'a pas uniquement été utilisée pour la frappe des médailles officielles, elle lui a aussi servi
pour la frappe, donc dans un cadre privé. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Voici un très joli portrait. Et surtout, il a été célèbre, Gall, grâce à cette gravure donc, qui représente un palmier, voilà, en Égypte. Et puis, il a une manière, je dirais, une grande noblesse dans la manière de représenter ses personnages, mais c'était quelqu'un qui avait vraiment du chien, et il était pas facile, mais c'était quelqu'un vraiment de fantastique, j'imagine, quand on le rencontrait, parce qu'il y avait plein de choses à raconter. C'était quelqu'un de très, très vivant et de très dynamique. Nicolas Brenet, c'est un autre personnage. C'est son père, surtout, Nicolas Brenet, qui est très, 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 très connu. C'était un peintre et qui va, inaugurer le style davidien. Donc ça, très intéressant. Et surtout, il va réaliser des médailles avec des personnages un peu à la William Blake. Donc cet artiste anglais qui avait une vision absolument étonnante. Et là, il représente ces médailles qui font partie de l'histoire métallique de Napoléon Ier avec des géants. C'est tout à fait étonnant. Et puis Jallet, qui est ici, qui, dans le goût très antique, va représenter donc Napoléon sur son char. Et là, vous avez un côté beaucoup plus archaïque. Mais tous ces artistes sont très étonnants parce qu'en fait, ils peuvent à la fois s'inspirer de l'Antiquité, mais en même temps avoir un style de gravure beaucoup plus foisonnant. Donc ils savent passer d'un style à l'autre, et c'est ça qui fait que, comparativement, si vous voulez, aux graveurs qui ont pu travailler sous Louis XIV, voilà, vous avez cette diversité, cette créativité, et ce changement de ton, de rendu qui fait que c'est vraiment exceptionnel pour la période. Ensuite, le statut social des graveurs. Ces graveurs étaient vraiment célèbres, rapidement, en fait. Quand on est graveur, quand on a des commandes de l'État ou des commandes privées, en fait, je dirais qu'on est mieux rémunéré qu'un peintre. Ça peut paraître très étonnant, mais en fait, c'est un métier qui est très dur et qui est extrêmement valorisé. Et donc, Andrieux, qui est donc célèbre, on est en 1798 ici, eh bien, se fait représenter par un de ses collègues, donc, avec lesquels il était en relation, je dirais, professionnelle. Et donc, Maximilien de La Fontaine, lui, il était doreur, en fait. Sa famille, c'était des bronziers et des doreurs. Et donc, Pierre-Maximilien appréciait la peinture, et donc il l'a réalisé ici en patineur, absolument exceptionnel. Et ce tableau est sublissime, je vous invite à venir le voir. Benjamin Duvivier, dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure, avec un très très beau portrait qui est peint là sur ivoire. C'est une miniature absolument sublime. Et je souhaitais vous le montrer. Nous sommes en 1800. Et là, il n'est plus graveur général, mais il continue encore à exercer. Et c'est surtout, vous voyez, pour cette représentation, ici très réaliste. On le voit, il tient son échoppe, là. On voit la forme très caractéristique donc, de la matrice, et je vous en ai présenté une ici. Vous voyez cette forme, c'est vraiment, ça a un corps, c'est très lourd. Et à l'époque, vous voyez, en 1800, il grave donc un très joli profil de Bonaparte, ici pour la colonne nationale, ou ici pour les courses du Champ de Mars. Et donc, il est célébrissime, Benjamin Duvivier. Il a gravé les portraits de Louis XVI, Marie-Antoinette. Enfin, c'est un artiste encore extrêmement apprécié, même s'il n'est plus en poste. André Gall, qui est peint par le baron Antoine Jean Gros, donc on le voit là aussi. Ça, c'est un portrait donc, qui est peint en 1822. Donc là, nous ne sommes plus sous l'Empire, mais malgré tout, voilà, on sent cette fierté pour l'artiste d'être représenté, là aussi, assis à son établi, avec le boulet, etc., ses outils. Et il tient bien dans la main donc, l'outil. Et il regarde un peu vers le ciel. Et ce tableau est sublime également. Et je vous ai mis une petite médaille de Gall, voilà, réalisée par les artistes de la génération donc, qui arriveront après l'Empire. Mais Gall, c'est aussi intéressant parce que c'est lui qui a inventé la chaîne de vélo telle que vous la connaissez aujourd'hui, messieurs, dames. Donc, si votre vélo déraille, la chaîne, eh bien, quand vous la remettrez, vous repenserez à monsieur André Gall, qui a été vraiment un génie et qui a déposé un brevet pour cela en 1829. Donc, ça valait la peine quand même de le signaler. Et puis, voilà, il va être donc membre de l'Institut en 1825. Voilà, donc ce sont des personnalités vraiment
je dirais, très affirmés, très reconnus, et qui, voilà, sont célébrissimes. Nicolas-Pierre Tollier, qui lui est, je dirais, peint. Alors lui n'est pas encore en poste à ce moment-là. Il va déjà être, je dirais, très connu, tout simplement parce qu'en 1805, il va obtenir donc le prix de gravure en pierre fine. Et nous savons que l'empereur Napoléon Ier appréciait énormément les pierres gravées parce que c'est ce goût pour l'antique. Et on sait que toutes les femmes étaient parées donc de joyaux gravés en pierre fine, des pierres extraordinaires avec des portraits, des intailles, etc. Et ce goût de la pierre fine, voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, le premier graveur qui va être ainsi à la Villa Médicis pour un séjour de 3 ans, donc c'est Pierre-Nicolas Thiollier, donc, qui a, je dirais, appris la gravure avec son père, qui était donc graveur général à ce moment-là. Et donc ici, vous avez une reproduction donc du cachet pour lequel il a gagné ce prix. Et lorsqu'il était présent là-bas à Rome, vous avez ici ce travail, donc on va dire d'étudiant en quelque sorte. Il est représenté aussi sur un tableau que nous avons dans l'exposition. Et en fait, le fait de gagner ce prix de Rome, ça le consacre tout de suite. Donc je dirais que quasiment, il va avoir des commandes immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle il sera très célèbre. Et ensuite, à partir de 1816, eh bien, il prendra la suite et deviendra graveur général. Et il va ainsi, là aussi, avoir une carrière absolument extraordinaire. Donc tous ces graveurs, donc, l'enjeu pour Denon et son équipe, eh bien, c'était, si vous voulez, d'être agile, réactif, combatif, parce que ce n'était pas facile tous les jours, mais ça a permis, je dirais, de mettre en avant toute cette histoire donc métallique de l'Empire, absolument extraordinaire, qui n'a rien à voir esthétiquement, je dirais, avec l'histoire métallique de Louis XIV. Donc on est vraiment, je dirais, dans deux univers bien différents, mais néanmoins ces personnalités qui étaient capables donc de travailler à la fois et de se mobiliser pour une cause, avaient aussi la capacité de pouvoir répondre à des commandes privées, etc. Donc ça, voilà, ils étaient formidables et on en parle assez peu. C'est une génération d'artistes qui n'est pas très connue, mais qui mérite justement qu'on lui apporte beaucoup plus de lumière en quelque sorte. Ce qui va me permettre de passer la main et la parole à Joachim, avec cette petite photo voilà, qui permet de passer d'hier à aujourd'hui. Oui, bon, alors, écoutez, je peux vous parler du métier de graveur général maintenant. On vous montrait la photo juste avant qui représentait les outils d'aujourd'hui. Vous voyez qu'ils n'ont pas tellement changé finalement. Ce sont les mêmes outils. Alors, ils n'ont pas changé, oui et non. Quand on veut être graveur et rentrer à la Monnaie de Paris, le prérequis, c'est quand même de s'intéresser au métier d'art, évidemment, et de passer en général par des écoles qui vous y préparent. En l'occurrence, l'école Boulle, l'école Estienne, les Beaux-Arts, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème. On peut avoir ce parcours-là. Il faut avoir une affinité pour les arts, le dessin, le modelage et la sculpture, évidemment. Et puis, une appétence, évidemment, pour la culture générale. Ça, c'est indispensable. Alors, ça a changé, oui et non. Les parcours, à l'époque des graveurs, comme vous l'avez entendu, étaient des parcours d'indépendants qui se faisaient remarquer et qui réunissaient, qui formaient une équipe, mais de personnes diverses et variées, exerçant chacun un métier. Depuis un certain temps, depuis longtemps, je ne sais pas la date exacte, mais l'atelier de gravure était composé de gens qui intégraient la Monnaie de Paris par le biais des concours. On devenait graveur à la Monnaie de Paris en gagnant finalement des concours, soit en interne, les concours qui étaient organisés par la Monnaie de Paris pour recruter les graveurs, soit, dans mon cas, en gagnant des concours extérieurs et en se faisant remarquer, de la même manière finalement. C'est assez similaire par les présidents et les directeurs de chaque époque qui venaient demander à travailler pour la Monnaie de Paris, ce qui est mon cas. Les graveurs donc, avaient cette formation incroyable qui était complète. Ils étaient aussi sculpteurs, ils étaient capables de faire des grands modèles, des petits modèles, ils étaient peintres, ils étaient graveurs sur pierre, enfin ils avaient toutes ces techniques-là.
Là, on les a beaucoup plus spécialisés depuis des années. C'est-à-dire qu'on les initie à la gravure en modelé dans les écoles idoines et ils se reforment à la Monnaie de Paris pendant, grosso modo, de 5 à 10 ans. Il faut savoir qu'un graveur évolue avec la technique qu'il emploie. Donc, comme les techniques évoluent, eh bien, il évolue aussi à l'intérieur de la Monnaie de Paris en apprenant d'autres techniques. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la pérennité des savoir-faire. Et c'est inscrit dans nos statuts. Il s'agit pour nous de continuer à enseigner ces techniques anciennes. Donc, chacun d'entre nous doit savoir ce que faisait Thiollier, ce que faisait, etc., tous ces graveurs, c'est-à-dire graver avec la main, dans l'acier ou dans le métal, puis dans le plâtre, etc., mais connaître toutes les techniques. Donc c'est un enseignement qui n'est pas forcément donné par ces écoles-là. Donc c'est pour ça que la formation des graveurs dure si longtemps et commence finalement quand vous intégrez ou quand vous intégriez la Monnaie de Paris. Bien entendu, on parlait tout à l'heure, je vais reprendre chronologiquement les choses qui vous sont apparues, c'est la lumière. On parlait de la lumière tout à l'heure, la lumière est la même, aujourd'hui comme hier, elle n'a pas changé, et l'orientation de la lumière pour les graveurs n'a pas changé non plus. En général, on établit les ateliers avec la lumière du nord, parce que c'est une lumière qui est facile, qui n'est pas en plein soleil, qui ne va pas vous éclabousser, etc. Et en général, là, on voyait, elle était plutôt à 14 heures, on va dire, et nous, c'est plutôt à 10 heures maintenant. Ça a changé. Voilà. Mais enfin, ce n'est pas grave, parce que c'est la même chose. Et tout à l'heure, il y a quelque chose de très important qui a été dit, c'est que le graveur travaille avec la lumière, tout simplement parce qu'il travaille aussi en creux, à l'envers et en creux. Il y a une lecture de la gravure qui se fait automatiquement, il faut avoir de l'habitude, c'est-à-dire que vous voyez en creux, mais finalement, vous faites la gymnastique, finalement, vous voyez en relief quand vous travaillez. Vous travaillez et plus vous enfoncez, finalement, plus vous savez que vous allez ajouter de la matière sur la monnaie ou sur la médaille finale. Cette lumière est très importante, très importante, tout simplement parce qu'on fait le travail avec cette lumière à 10 heures ou à 14 heures, peu importe. Donc vous avez une impression sur votre travail avec cette lumière. On a beaucoup de difficultés d'ailleurs à restituer et à être content des photos qui sont prises, par exemple. Et ça, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que vous faites un travail avec une certaine lumière, quand vous l'éclairez d'une autre façon, finalement, vous apparaît sous une autre forme et vous n'êtes pas forcément content de votre travail. Il faut regarder presque, je dirais, la médaille ou la monnaie telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire avec la même lumière. C'est pour ça qu'on prend une lumière, finalement, assez commune, la lumière à 10 heures. C'est comme la lecture de gauche à droite, c'est exactement pareil. Quand on veut être dynamique sur un modèle, etc., le mouvement, c'est gauche-droite, tout simplement. Donc ça, c'est important, cette lumière, c'est la même, et voilà. Les outils sont les mêmes aussi, les échoppes, les burins, les marteaux, voilà. Tout est pareil, et puis ce qui a changé, finalement, au fil du temps, ce sont les techniques contemporaines. C'est-à-dire l'arrivée, évidemment, du numérique, des ordinateurs, etc. Ce qu'on vous disait tout à l'heure était très intéressant parce que dans les outils des graveurs, il y avait tous ces poinçons. Alors, il est évident aussi que les poinçons sont une technique que nous continuons à enseigner à chaque jeune graveur, capable de faire un poinçon, de retoucher un poinçon, de le relever, etc. Parce qu'on continue à apposer des poinçons à la main avec une masse. Donc, c'est important de savoir le faire. Et puis, on a des commandes de poinçons aussi. Ces poinçons-là avaient diverses formes. Ils avaient aussi, et c'était un travail de graveur, que d'en faire des motifs. Si vous voulez, il y avait tout un tas de poinçons décoratifs, de feuilles d'acanthe, de styles, etc. Chaque style avait son lot de poinçons qu'on venait apposer par frappe quand on faisait la matrice en creux, tout simplement. Ce qui permet d'aller assez vite, finalement. Les textes étaient exactement de la même manière. On avait des alphabets qui étaient composés par les graveurs eux-mêmes, trempés ensuite, et on venait frapper dans le métal non mou encore, hein, non trempé, et on venait faire son alphabet, on venait écrire son texte grâce à des poinçons comme ça. Finalement, on se rend compte que la technique moderne de l'ordinateur qui vous permet de faire du texte avec la même rigueur typographique, attention, il ne s'agit pas de laisser faire
l'ordinateur à votre place. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture et que Dieu sait si la typographie rejoint nos métiers exactement comme le timbre et comme l'imprimerie tout à l'heure dont on parlait. Les graveurs en lettres sont des graveurs spécialisés mais qui ressemblent aussi beaucoup à nos métiers. Et c'est une technique qui est signifiante aussi. La typographie signifie quelque chose. On ne peut pas employer n'importe quelle lettre pour dire n'importe quoi. La lettre elle-même a du sens, c'est le choix de la typographie. Donc on le fait avec soin, on le fait avec autant de soin avec l'ordinateur. On corrige les chasses, enfin on fait tout un tas de travail. Par contre, ce qui est évident, c'est que ça va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, et ça nous libère pour faire autre chose. Soit pour travailler sur le modelage, soit pour travailler sur la gravure, soit pour travailler sur la conception. L'idée... Alors, le champ des possibles maintenant en monnaie et médaille par rapport à l'époque a bien changé, puisqu'on doit faire une vingtaine de collections par an, 20-25 collections, avec des sujets aussi divers que variés, beaucoup plus variés qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on représentait beaucoup les choses, les portraits, des choses comme ça, des allégories, en général issues de l'Antiquité, etc. C'était très, je dirais, classique. Maintenant, c'est tous azimuts. La culture est nécessaire parce qu'on illustre aussi bien le quadricentenaire de La Fontaine que Harry Potter. Voilà. Donc, vous voyez, le spectre est hyper large, en passant par évidemment notre ami Napoléon, Charles de Gaulle, et puis les 20 ans de l'euro. Donc c'est très large, l'éventail est très large. C'est la raison pour laquelle on est obligé, nous, puisque le nombre de graveurs ne va pas en augmentant. Il est stable, je pense qu'il va se maintenir stable. Il va être légèrement augmenté, je pense, Monsieur le Président, dans les années qui viennent. Donc, il faut assumer toute une masse de travail avec des techniques qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Alors, effectivement, maintenant, on est aidé beaucoup par les techniques modernes de scan, de scanner, c'est-à-dire qu'on peut faire un modèle, on peut le scanner. La machine est capable de capter les volumes, puis les restituer dans l'acier par le biais des mêmes techniques, techniques laser, etc. Mais ce ne sont, je vous rassure, que des choses, que des outils supplémentaires. C'est notre, de toute façon, credo. Il est hors de question que la machine fasse le travail à notre place. Non seulement chaque graveur est capable de faire et de mener à bien un travail du dessin à l'outillage, il est aussi capable de le faire avec la machine. Mais puisqu'il sait le faire à la main, il ne travaillera jamais comme un Vulgus Pecum qui pourrait prendre un ordinateur et vous créer la chose dans un atelier avec une machine laser. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui fait, ça a une grande conséquence sur le résultat d'ailleurs. On voit souvent des choses qui sont réalisées directement à partir de photographies, par exemple, qui ne passent pas par l'interprétation d'un graveur. Et l'interprétation d'un graveur est nécessaire. Comme le faisaient les anciens et comme le fait toujours, vous ne représentez pas un personnage ou un visage tel qu'il est réellement, mais selon votre inspiration, ce que vous a inspiré la personne. Et c'est la raison pour laquelle il est ressemblant, d'ailleurs, parce que vous avez inspiré quelque chose. Une photographie n'inspire rien d'autre que le fait d'être la reproduction exacte d'un moment T avec une lumière. Donc c'est absolument, ça manque de fond. Et finalement, quand on fait ça, quand on reproduit directement d'après une photo, on se rend compte que le résultat n'est pas ressemblant. Ou alors on le cherche, on ne sait pas, voilà. Ça ne passe pas par l'interprétation, l'exagération de certains traits, évidemment, qui vous ont inspiré. Voilà. Donc, je vous rassure, ces techniques, donc, nous sommes une entreprise moderne qui travaille avec son temps. Elles sont évidemment utilisées par nos ateliers au quotidien, mais elles ne sont qu'un outil. Je rappelle aussi que toutes ces techniques anciennes qui ont été inventées, notamment je voyais l'invention de cet ingénieur qui avait inventé les balanciers, etc., on continue à faire des choses comme ça aussi. C'était les traditions qui ont été dépassées. Maintenant, on travaille avec des presses hydrauliques, etc. Ces presses hydrauliques, ces techniques contemporaines de laser, sont actuellement les techniques utilisées. Elles seront évidemment les traditions de demain, parce que ça va continuer à évoluer.
à une seule raison, enfin une seule condition, c'est qu'on continue à enseigner et à pratiquer les techniques manuelles. Rien ne vaut, comme dit souvent Guy Savoy, l'intelligence de la main et l'intelligence aussi qui guide la main. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On vient de créer aussi, alors à l'époque, le champ, je dirais le médium qu'était la médaille pour l'expression des artistes était important. Il a connu son apogée chez les artistes français du temps du directeur Dehaye, je crois, à l'époque, qui avait le Club de la Monnaie que vous avez, ou des médailles que vous avez sûrement connues, si vous aimez la médaille, ce que je ne doute pas d'ailleurs, où l'État, finalement, avait un rôle de mécène et invitait les artistes connus et moins connus d'ailleurs à éditer leurs médailles. La raison pour laquelle ça a été abandonné, c'était que c'était vraiment ouvert et puis ça devenait compliqué de continuer à faire vivre ça parce que ça coûtait énormément d'argent, etc. Mais c'était intéressant parce que les artistes contemporains de l'époque trouvaient ce moyen pour s'exprimer et c'était un médium artistique comme un autre. Et là, on doit remercier le président Schwartz ici qui a su redonner vie à ce concours. Chaque année, maintenant, nous organisons le prix de la Monnaie de Paris. Chaque artiste ou plasticien contemporain peut concourir et on vient de fêter la première session avec 2 vainqueurs et on se rend compte que ces médiums pris et repris par les artistes contemporains nous donnent des choses merveilleuses et qui nous encouragent à continuer. Donc voilà, ça c'est le renouveau initié et qu'on souhaite bien sûr élargir dans les années qui viennent pour que la médaille renaisse un peu, la médaille qui était oubliée un petit peu quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les graveurs et les graveurs aussi de la Monnaie de Paris ont un rôle de transmission. Et là, vous voyez sur la photo le maître d'art Yves Sampo et son élève qui, grâce à l'INMA, qui a été nommé maître d'art et qui, chaque semaine, donc, passe un certain nombre d'heures à enseigner les techniques anciennes de la gravure, directe, la gravure sur acier. Et donc, on va continuer ça. Donc, tant qu'on sera là, de toute façon, ce sera ça. Et les suivants aussi. Vous voyez que Claire Narboni, qui est à côté d'Yves Sampo, aura cette formation et aura la charge, évidemment, à son tour, d'enseigner ces techniques qui sont indispensables pour se servir du laser. Non, mais c'est important, ça. Hein. C'est très, très important. Que puis-je vous dire, sinon répondre à des questions ?